Bienvenue à tous. La menace liée à l'extrémisme violent est source de préoccupation dans la sous-région ouest africaine. Les groupes extrémistes violents continuent de mener des attaques dans les zones proches des frontières. Le Togo a été victime le 10 mai dernier d'une nouvelle attaque terroriste qui a fait 8 morts. Comment renforcer la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation en Afrique? Analyse sur ce plateau avec Simon Agba. Vous êtes secrétaire général de l'association Réconciliation et Apaisement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie Gaëtan et par votre personne, je remercie toute la station New World TV de donner les opportunités de débattre des sujets aussi sensibles que celui dont nous parlons aujourd'hui. D'ores et déjà, je pense que avant d'ouvrir le plateau, nous avons déjà observé la minute de silence pour la mémoire de ces des victimes tombées dans cette attaque terroriste. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Agba. Le Togo, comme on l'a dit, est sous le choc après cette attaque terroriste qui a fait 8 morts. Et votre association, par la voix de son président Thierry Malm, salue la mémoire de ces victimes et apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité. Comment réagissez-vous d'abord face à cette attaque qui a endeuillé le Togo? Merci, vous l'avez dit tantôt, nous nous inclinons devant la mémoire des braves de nos forces armées qui sont tombées sur la ligne de front à Kpendial. Mais nous constatons également que ce n'est pas la première fois que nos forces armées sacrifient leur vie pour la cause de la paix. Et cette fois-ci, ce qui est plus puissant, c'est que ça se passe sur notre territoire, le territoire togolais. Et nous sommes consternés et nous sommes vraiment atteints du fond du cœur dans nos pensées et tout ça pour les familles endeuillées. Et donc nous sommes sentis aussi interpellés, comme tous les Togolais, et nous sommes sentis interpellés dans la lutte pour ce combat contre le terrorisme. L'extrémisme violent, le terrorisme gagnent du terrain dans la sous-région. Alors comment on peut expliquer cela? Vous savez, l'extrémisme, c'est le fruit de, si on peut le dire, de deux choses à la fois. C'est parfois la perte de tout espoir, la perte de tout espoir, et qui vous rend vulnérable par rapport à la personne qui vient vous proposer des choses auxquelles vous n'êtes même pas prêt au départ. Et donc aussi, il faut aussi reconnaître que nos politiques, de par ce qui se fait sur le terrain, il va falloir interpeller beaucoup plus les personnes, qu'est-ce que je veux dire, les religieux. Les religieux, parce qu'il ne faut pas passer à côté de la chose. Parce que c'est un canal aussi qui rend les gens extrémistes dans cette lutte-là. Alors donc vous êtes en train de nous dire que cet extrémisme violent tire ses racines dans le discours religieux. Il y a le discours religieux, mais d'abord, il y a le désespoir, la perte de tout espoir de la jeunesse et qui laisse les gens à s'engager là-dedans. Mais pour le cas de notre pays, je pense que notre pays a été touché tout simplement parce que le problème est devenu général. Le problème est devenu général dans la sous-région partout. Parce qu'on ne peut pas dire que le Togo, de par ce qui se passe au niveau des religieux, tout ça, non. Au niveau des religieux togolais, je sais qu'il y a du bon travail qui se fait à ce niveau. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un problème d'ordre international et dans la sous-région. Mais seulement pour le combattre, il va falloir préparer chacun des Togolais et à savoir que tant qu'ils n'auront pas des gens, des complices à l'intérieur de notre pays, je pense qu'ils ne pourront jamais aller plus loin que ce qu'ils ont fait. Et la vulnérabilité de nos pays résulterait-elle de leur proximité avec, par exemple, des pays comme le Burkina, le Niger, le Nigeria, où maintes attaques revendiquées par des groupes extrémistes violents sont enregistrées depuis maintenant plusieurs années? Oui, je peux le dire parce que le terrorisme aujourd'hui, ces gens-là, ils cherchent à gagner du terrain. Donc à partir du moment où ils sont plus s'implanter dans un pays frère, à partir de ce moment, vous êtes menacé.
vous êtes menacés, vous êtes vulnérables parce que le danger est beaucoup plus proche. Le fait qu'ils sont implantés dans les pays voisins fait que le danger est beaucoup plus proche de nous. Et donc, je pense que le gouvernement togolais même a pris déjà la mesure de la chose et avait déjà entamé un certain nombre de dispositions pour faire face à ce danger-là. Parce que eux, ils sont dans la conquête. En réalité, le terrorisme est dans une conquête. Donc, quand il est à côté de vous, soyez sûr, il va venir vers vous. Alors, vous avez évoqué l'exemple de la religion comme étant un vecteur d'implantation de cet extrémisme violent. Comment est-ce qu'on peut davantage impliquer les leaders religieux dans la lutte contre ce phénomène? Justement, je pense que les leaders religieux et les gouvernements et même les représentants locaux dans les régions déjà touchées doivent avoir des assises. Et parce que quand ils viennent, quand ils cherchent les premiers adhérents, ils les cherchent dans ce secteur-là, dans ce secteur religieux. Je ne veux pas identifier une religion pour dire, bon, cette religion est ci, cette religion est ça. Mais tout simplement qu'il va falloir que les représentants religieux soient préparés et préparent les fidèles à éviter de tomber dans ce réseau-là. Parce que, en réalité, quand on y voit clair, ça n'a rien à voir avec la religion. Sauf que les gens arrivent à englober ou bien à manipuler les jeunes et à manipuler les gens, à faire en sorte que, bon, voilà, et les gens croient que bon, c'est une cause religieuse alors qu'il n'en est rien. Alors, est-ce que vous pensez, quand vous parlez de ces assises, vous y voyez un renforcement dans le domaine de la sensibilisation? À coup sûr, on ne peut pas mener ce combat sans passer par la sensibilisation. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand ils viennent sur le territoire, dans un premier temps, ils ont fait ce que nous avons vu dans le passé. Ils font c'est-à-dire ils viennent, ils découvrent le milieu. Quand ils découvrent le milieu, ils commencent par une attaque ponctuelle. Ils se retirent. Mais après, certainement, ils cherchent maintenant à conquérir une base. Pour conquérir une base, ils ont besoin des locaux. C'est à ce niveau qu'il faut maintenant sensibiliser les locaux pour leur dire non, ils vont venir maintenant. La population togolaise tout entière doit savoir que c'est un combat national et sensibiliser les gens pour dire nous connaissons le Togo. Je pense que le Togo, nous avons suffisamment de connaissances l'un envers l'autre et dénoncer tout individu, même qui serait suspect et tout. Et même si on arrête cet individu et après on se rend compte qu'il n'est pas dedans, c'est pas grave, on le libère. Mais il faut dénoncer tout individu qui serait suspect dans ce genre de choses. Alors, ces groupes terroristes grossissent leur rang avec des jeunes issus des milieux modestes. À croire qu'on pourrait agir sur le phénomène en luttant aussi contre la pauvreté. Oui, vous allez voir que souvent, quand ces terroristes s'implantent, ils s'implantent dans les zones pour deux raisons. D'abord, il y a la raison politique. D'abord, ils guettent les milieux qui ont des problèmes politiques avec les gouvernants, qui ont des revendications ou bien des soucis politiques, où ils peuvent s'implanter et dire, bon, nous venons pour combattre votre cause. Or, c'est faux. Bon, et secondo, ils identifient les milieux où les jeunes ont perdu espoir. Les jeunes sont vraiment vulnérables parce que, bon, voilà, ils n'ont pas de boulot et tout ça. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, c'est vrai, et il y a un vaste programme pour la jeunesse au Togo, mais il faut l'accentuer. Il faut faire en sorte que les jeunes qui sont dans les milieux reculés puissent avoir accès au travail, puissent avoir vraiment une identité par rapport à leur famille, par rapport à leur devenir, puissent vraiment avoir le goût à la vie. À partir du moment où ils ont le goût à la vie, ils arrivent à découvrir, ils ont du travail, ils font quelque chose, je pense qu'on ne peut pas les embobiner dans ce genre de choses. Donc le gouvernement aussi a à faire dans ce domaine-là. Alors le mode opératoire de ces terroristes est bien connu, des attaques à moto, des mines artisanales qu'on pose ça et là. Vous parlez de la sensibilisation des populations, comment est-ce qu'elles peuvent collaborer avec nos forces de défense et de sécurité? Cette collaboration est indispensable. Parce que déjà, moi je dis, chaque Togolais, individuellement et collectivement, nous devons prendre cette lutte comme la mienne, la nôtre plutôt. Bon, à partir de ce moment, la collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité est indispensable parce que les locaux, les gens, je veux dire les riverains, les gens qui habitent dans ces localités, ce sont eux les premières victimes en plus. Ce sont eux les premières victimes. Parce que les forces de l'ordre sont là et tout ça, mais bon, en réalité, qu'on voit. Donc, ils doivent signaler tout individu suspect.
ils doivent signaler tout individu suspect et toute action qui, dans le passé, ils n'observaient pas dans le milieu. Parce que quand ils viennent, ils cherchent à mener un certain nombre d'actions. Je pense que aujourd'hui, vous me permettez d'avoir un clin d'œil à une décision gouvernementale. On a dit qu'il va falloir revisiter les activités des ONG. Les gens n'ont pas compris que cela rentre un peu dans la lutte contre le terrorisme. Parce que quand ils ne viennent pas comme ça avec des armes. Parfois, ils viennent pour conquérir le cœur c'est avant tout une guerre idéologique. Voilà, idéologique. Ils viennent conquérir le cœur des populations. Et c'est sur cette base-là même qu'ils arrivent à s'implanter. Donc, les ONG, tous ceux qui viennent parfois dans un premier temps pour dire qu'ils veulent faire des actions de bienfaisance, d'inséance, tout ça là, il faut savoir qui le fait, pour quelle cause il le fait, et il tire ses moyens tout. Moi, je pense que les gens n'ont pas très bien compris cela. C'est vrai qu'il y a eu des critiques à ce niveau. Maintenant, pour ce qui concerne les milieux déjà affectés, il faut travailler avec les représentants locaux, les chefs traditionnels, les responsables religieux, les responsables des jeunes. Il faut que les jeunes se mobilisent entre eux. Il faut qu'ils arrivent à voir les activités des uns et des autres. Même votre frère qui est avec vous, vous voyez qu'à partir d'un moment, il fait des voyages qu'il ne faisait pas avant. Il sort, il va dans des milieux où il revient et tout ça. Il ne vous dit pas pourquoi il le fait. Et vous ne savez pas exactement ce qu'il fait comme activité. Il commence par... Il faut le signaler parce que c'est une lutte communale. Alors la lutte contre le terrorisme, on l'a vu ailleurs et c'est d'ailleurs ce que dénoncent les ONG qui défendent les libertés. Cette lutte entraîne parfois les restrictions de liberté. C'est à croire que c'est une équation à deux inconnus. Même pas. Je pense qu'il suffit d'un peu de compréhension. Et en temps de guerre, le comportement n'est plus le même. L'attitude n'est pas la même chose que si on était vraiment dans une période où il n'y a pas de problème. Même que ce soit chez vous à la maison. Je pense qu'en temps de guerre, vos enfants à la maison, vous n'allez pas permettre qu'ils sortent et qu'ils reviennent comme ils veulent. Donc, à partir de ce moment, c'est que les gens doivent comprendre que ce n'est pas une question de restriction de liberté, mais c'est une question de stratégie, de moyens mis en place pour lutter contre un fléau. Et donc, tout le monde doit s'y mettre simplement. Alors, le caractère transfrontalier du phénomène suppose un renforcement des contrôles au niveau de nos frontières. Comment gagner ce pari lorsqu'elles sont aussi poreuses? On peut le gagner. On peut le gagner. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu un pari que nous avons déjà gagné. Le monde entier a presque gagné. On ne peut pas dire gagné. Covid. Personne n'imaginait. Les gens se disaient comment on va finir et tout ça. Ça a été possible pourquoi? Parce que tout le monde s'est senti concerné. Tout le monde s'est impliqué. Donc ce fléau-là de terrorisme, il est même plus vieux que Covid. Mais c'est parce qu'à un moment donné, vous savez, à un moment donné, c'est dans notre division que ce fléau réside encore. Parce que quand ça arrive ici, au lieu que les gens voient les acteurs qui viennent poser des actes sur le terrain, on trouve qu'il y a quelqu'un, un ami quelque part, qui a commandité ça. Et finalement, je pense que le criminel le plus heureux, comme on le dit, c'est ce criminel qui va commettre son forfait et regarder ces deux victimes se battre entre eux. Parce que nous sommes tous victimes du terrorisme. Et donc, quand ça arrive quelque part, inutile de se battre entre vous pour dire c'est la cause de X, c'est la cause de Y. Disons-nous plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ce fléau? Je pense que si tout le monde commence par se poser cette question et que tout le monde met ses moyens, on va y arriver. Et au niveau des frontières, je pense que ce ne sera pas, d'abord, ce ne sera pas le problème du Togo, à part le problème du Burkina, à part le problème du Ghana, à part le problème du Bénin, à part, non. Toutes les forces de l'ordre doivent se mettre en place. Les États doivent coopérer en termes de renseignement. En termes de renseignement. C'est ça un peu qui a un peu manqué à l'Afrique parce que chacun garde ses renseignements pour lui et tout ça. Bon, je sais que ça se fait à un niveau donné, mais actuellement, je pense qu'il doit y avoir une ouverture plus large sur les renseignements. Non seulement au niveau des forces de l'ordre. Je dis par exemple, les représentants locaux et les représentants religieux de ces pays frontaliers doivent également collaborer et se donner des informations. Et ces informations-là, les relayer au niveau des forces de sécurité. Alors, les défis sécuritaires aujourd'hui, on le voit, sont nombreux. Est-ce que nos États ont suffisamment les moyens pour y faire face? Les moyens, non, mais la volonté, oui. Et à partir du moment où nos États ont cette volonté-là, cette ferme volonté-là d'y accéder, je pense que les moyens
nous avons, quand on parle des moyens, il y a deux sortes de moyens. Il y a les moyens financiers, il y a les moyens humains, vous m'excusez. Au niveau des moyens humains, je pense que, bon, il y en a plus que quand il y a la volonté, il y a la disponibilité et nos forces de sécurité de l'ordre sont là. Les moyens financiers, c'est vrai, on a besoin de moyens financiers. Je pense que c'est à ce niveau que l'opinion internationale doit beaucoup jouer son rôle parce qu'aujourd'hui, nous savons, et il n'y a pas lieu de le dire, nous savons, quand il y a la guerre quelque part, tous les moyens qui sont déployés pour arrêter cette guerre. Je pense que si les mêmes moyens sont déployés pour combattre le terrorisme, nous y arrivons parce que nos États ont déjà cette détermination de finir avec ce fléau. Alors, quand vous parlez de la communauté internationale, qu'est-ce qu'on peut en attendre? La communauté internationale, quand on parle de la communauté internationale en matière de sécurité, nous parlons de l'ONU. Nous parlons de l'ONU. Je pense que le Conseil de sécurité de l'ONU doit revoir cette copie. Pas pour dire, bon voilà, au lieu de laisser les pays africains eux seuls lutter contre ce fléau ou bien apporter des moyens qui, au départ, ils savent qu'ils ne sont pas suffisants parce que nous avons besoin du logiciel. Et ces logiciels-là, il faut les mettre à notre disposition également. Il faut mettre ces logiciels à notre disposition. Beaucoup de pays africains aujourd'hui manquent de logiciels de haut de gamme ou bien de dernier cri pour pouvoir combattre ces choses-là, les drones et tout ça. Donc il faut les mettre à disposition de nos forces de sécurité, de nos forces de l'ordre. Et puis bon, je pense que ce combat, on va le gagner. Je parle de l'ONU et de tout ce qui collabore autour de l'ONU en matière de moyens financiers. Parce que tout se décide au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour dire, voilà, il faut assister ces pays-là à hauteur de ces moyens-là, il faut les assister en ceci, en cela. Et quand cette décision est prise et que ces moyens-là arrivent, je pense qu'on va gagner la guerre. Alors, faut-il attendre ces moyens avant d'agir? On agit déjà. On n'a pas encore, on n'attend pas ces moyens. Je pense que avant que nos braves militaires de FAT se déploient à Kmendial, on n'a pas demandé à l'ONU d'apporter l'argent ou bien de payer les carburants ou d'apporter des armes. Donc on le fait déjà. Mais nous disons que tant que le terrorisme se généralise, il va falloir beaucoup, dans la durée. Nous parlons de moyens dans la durée parce que l'engagement y est déjà. Les gens se battent déjà sur le terrain. Donc l'ONU doit revoir ça, les copies de près et déployer plus de moyens encore pour soutenir ces actions de lutte contre le terrorisme. Nous le faisons déjà, nous allons continuer par le faire, mais nous avons besoin de moyens. Simon Agba, auriez-vous un mot de la fin avant qu'on ne se sépare? Un mot de la fin, vous permettez que je parle en vernaculaire? Non, malheureusement pas. On va parler en français. En français, bon, ok, j'allais dire, parce que la cause est nationale que parfois je me dis, voilà, il faut que les gens comprennent. Le truc c'est quoi? C'est que nous avons plus que jamais besoin de la solidarité. Nous avons plus que jamais des uns et des autres. Nous devons plus que jamais rester unis. Quand vous êtes frappé par ce genre de fléau, l'unité est la chose la mieux partagée. Voilà, pour la chose par laquelle vous pouvez combattre ce fléau. Donc j'invite tous les Togolais à se sentir personnellement concernés par ce fléau. Ce fléau n'est pas un problème du gouvernement, n'est pas un problème d'une partie du pays, mais c'est un problème de tout le Togo. Et tous les Togolais n'ont qu'à mettre leurs mains à la plate, même si c'est une sensibilisation de ton enfant à la maison, commence par le faire. Que la sensibilisation commence chez nous et se répande partout où nous sommes. C'est l'appel de Simon Agba, secrétaire général de l'association Réconciliation et Apaisement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, M. Gaëtan. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.